Alors comment apaiser cette colère Comment peut-on la traduire? A-t-elle d'autres origines, d'autres racines? Nous allons ouvrir le débat avec nos invités que je vous présente. Floris Legrand, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur de campagne d'Elisabeth Borne, la première ministre, lors des élections législatives en juin dernier. Vous êtes à la tête maintenant du bureau départemental de Renaissance dans le Calvados. Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Député socialiste du Calvados, porte-parole du PS à l'Assemblée nationale. Jérôme Nury, député Les Républicains de l'Orne, bonjour. Bonjour. Et avec nous également Lionel Lerogeron, secrétaire régional de la CGT. Bonjour. Avant de vous laisser la parole dans un instant, on va revenir sur ces actions et cette question, y a-t-il un risque de radicalisation? On va, avant cela, revoir un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron qui évoque une réforme nécessaire. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte. Plus exactement, la nécessité de faire cette réforme. Voilà, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un plaisir, c'est une nécessité pour le pays. Floris Legrand, est-ce que Emmanuel Macron a raison de tenir le cap, même si il y a encore des milliers de personnes dans la rue et encore 2 tiers des Français qui sont contre cette réforme? Concrètement, sur cette réforme, oui, elle était nécessaire. On est face à une situation budgétaire qui impliquait de devoir réformer le système des retraites pour que le régime par répartition tienne. Oui, il fallait la faire maintenant. Oui, évidemment, comme chaque Français, nous savions que cette réforme ne serait pas une chose facile, que ce serait impopulaire, comme les précédentes réformes des retraites, que ce soit celles portées par la droite à une époque ou par la gauche à une autre. Donc oui, évidemment, cette réforme était nécessaire. Et aujourd'hui, reculer, c'est pas le moment maintenant. On ce n'est pas la direction que l'on prend. Demande de retrait du texte. Arthur Delaporte, votre lecture justement sur cette intervention notamment du chef de l'État qui dit maintenant on passe à autre chose. Oui, et puis il dit aussi les Français n'ont rien compris, parce qu'en fait c'est ça ce qu'il dit. On n'a pas réussi à expliquer que cette réforme était nécessaire. Je crois que les Français ils ont très bien compris que on s'était moqué d'eux depuis le début. C'est-à-dire que le gouvernement il arrive en disant je vais faire une réforme juste. Il a dit vous aurez le droit à la retraite minimale à 1 200 €. Puis au fil des débats on a vu que c'était pas vrai. Il a dit vous aurez le droit à la retraite au bout de 43 ans si vous avez des carrières longues. Puis on a vu que c'était pas vrai. Il a dit vous aurez la pénibilité. Puis on a vu qu'en fait c'était justement un fonds de prévention de la pénibilité et qu'aucun des critères de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron en 2017 n'avait été rétabli. Bref, une réforme injuste, impopulaire, alors que d'autres réformes étaient possibles, et notamment avec des financements alternatifs qu'on a proposés, mais qui ont été rejetés en bloc par la majorité. Alors la mobilisation se poursuit avec une nouvelle journée d'action qui est prévue pour mardi prochain. Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation? Je posais la question il y a quelques instants, et de voir justement ce mouvement échapper aux syndicats quelque part. Lionel Lerogeron, et je vous laisse la parole dans un instant, Jérôme Nury, parce que je sais que vous voulez réagir, mais est-ce qu'il y a un risque de voir ces manifestations s'envenimer? Le risque surtout, c'est de voir que le gouvernement se radicalise, lui, puisque Macron s'enferme tout seul, refuse totalement de nous répondre, continue à porter une réforme qui est considérée comme injuste et injustifiée. Enfin, je veux bien qu'on refasse le débat sur les financements, etc. Mais depuis le temps, les députés de la majorité n'ont pas réussi. La question que je vous pose, c'est est-ce que ça s'envenime? Est-ce que on a vu les forces de l'ordre qui enveniment les choses? Aujourd'hui, c'est même pas la CGT qui le dit, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui dit que la liberté de manifester et la liberté de la presse est en danger. Parce que les forces de l'ordre ont changé de tactique et qu'aujourd'hui, elles chargent sans arrêt sur les jeunes, sur les vieux, dans les manifs. C'est ça qui a changé. C'est donc bien le gouvernement qui se radicalise, qui est aujourd'hui totalement isolé et qui refuse de retirer une loi qui est totalement injuste. Jérôme Nury. Moi, je pense que le président a été assez maladroit. D'abord, il a fait fuiter des phrases la veille de cette intervention qui étaient quasiment de la provocation. Et puis, cette intervention, je trouve qu'elle manquait cruellement d'humilité. Et il aurait dû dire, à un moment donné, c'est vrai finalement, il y a eu un problème de pédagogie. Ce texte n'est également pas parfait, il aurait dû en convenir. Et je pense qu'il aurait dû ouvrir la porte également à de nouvelles négociations et de remettre en fait tout le monde autour de la table, et notamment les syndicats qui étaient les plus réformistes,
pour apporter des nouveautés, pour dire aux Français, j'ai compris Que peut-il que se vous vouliez passer autre chose. Que peut-il se passer maintenant? Encore une fois, on a vu des heurts cette semaine entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Des élus ont été pris pour cible. Hein, soit les élus, soit leur permanence. Hein. Les permanences ici dans la région des députés Stéphane Travers de la Manche et de Bertrand Wix ont été attaqués. On a vu quelques images. Les deux ont porté plainte. Arthur de la Porte, est-ce qu'on condamne, justement, quand on est élu de la République, ces agissements? Évidemment que moi, je condamne toutes les formes de violence physique qui sont faites sur les personnes. C'est intolérable. Aujourd'hui, on doit pouvoir faire la loi tranquillement, mais Exactement. en revanche, ce que je dis, c'est qu'on peut aussi faire pression sur ces parlementaires. Ouais. Moi, je reçois des mails d'insultes ou de lobby. Ce que je refuse, c'est les menaces de mort. Mais bon, quand on n'est pas d'accord avec moi, j'accepte qu'on me le dise. Mais monsieur Delaporte, on est d'accord. Quand il s'agit de recevoir des mails où nos concitoyens nous invitent à voter contre la réforme, moi je le comprends. Mais quand on s'attaque directement, physiquement, à des élus, à des permanences, où il y a du caillassage, c'est là où il y a vraiment une différence et c'est ce qu'il faut condamner. C'est ce qu'il faut condamner. Moi j'ai beaucoup de mes collègues sur lesquels finalement les permanences ont été attaquées, sur lesquels il y a eu des vitrines qui ont été brisées, c'est intolérable. Intolérable. Moi, je vous dis, Les réquisitions, c'est une violence sans nom pour les grévistes. Non mais Les réquisitions, c'est une vous savez, la violence sans nom République, pour les grévistes. la République et la démocratie, c'est aussi savoir se parler comme on le fait, Ben, sans violence et en essayant finalement de défendre nos oui, mais idées. il faut C'est pas respecter d'y la aller Constitution et le avec droit des de casseurs, grève. avec des casseurs qui finalement n'ont rien compris à ce qu'était le dialogue républicain. Arthur de la Porte. Monsieur Nury, moi je me souviens de la manifestation devant la permanence d'un collègue où c'était des espèces d'agglos en carton qui avaient été posés. C'était plus de l'ordre du symbole. C'était pas. Moi, j'ai une un attaque collègue, c'est sur de personnelle, vrais c'est pas agglos, une monsieur attaque Delaporte, de vrais physique. agglos. Où là, on a C'est pas même une attaque- mis du fumier devant les permanences. Laissez-moi juste finir. Je veux dire, C'est pas une attaque. c'est trop, c'est pas possible de faire ça. C'est C'est pas pas une ça la attaque démocratie. physique. Et moi, je trouve que aujourd'hui, on peut pas mettre sur le même plan. Et je les condamne. Et je pense que c'est pas les bonnes manières de manifester. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais on peut pas mettre sur le même plan ce sujet-là et ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce que dénonçait notre collègue militant syndical sur la répression qui est en train de se faire en France du mouvement politique et syndical et social. Aujourd'hui, on a une évolution des techniques de maintien de l'ordre qui n'est pas acceptable. Et je ne mets pas en cause les policiers qui individuellement font leur travail, font ce qu'on leur demande, font du mieux qu'ils peuvent la sécurité, mais il y a des consignes qui ont été données de durcir la répression. Quand vous voyez qu'il y a 90% des personnes interpellées qui sont relâchées sans charge aucune derrière, c'est qu'il y a bien un problème derrière dans la stratégie du maintien de l'ordre. Moi, je vais vous dire, quand je vois ce qui se passe toutes les nuits à Paris, où on voit des feux qui sont en train d'être allumés un petit peu partout, où on voit ces mouvements sauvages, moi, ça me fait peur. Et je pense qu'il faut qu'on le condamne tous. Parce que le vrai débat, il doit se passer dans l'hémicycle, entre nous, Mais pour mettre oui. des idées sur la table. C'est ça qu'il faut encourager. Alors, Et si on en arrive là, c'est parce que On a été LFI privé. aussi n'a pas voulu d'un vrai débat à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut le dire aussi. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine parce que on a eu cette journée d'action avec encore des milliers de Normands dans la rue. Ils étaient entre 25 et 40 000, par exemple, à Caen, plus de 20 000 également dans les rues de Rouen. Des blocages également, des blocages de routes, de ports, les blocages des raffineries ExxonMobil et Total Energy dans la zone pétrolière du Havre, même s'il y a eu intervention des forces de l'ordre pour réquisitionner du personnel et faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie d'essence dans la région. Floris Legrand, quand vous voyez justement que on empêche l'approvisionnement en essence dans les stations-service de la région, vous dites quoi? Ça touche directement à la vie du citoyen, ça. C'est le principe du droit de grève et de manifestation qui, l'objectif est de faire mal, entre guillemets. Maintenant, je ne serais pas là si je commençais à dire que le droit de grève ou le droit de manifester n'était pas constitutionnel, donc légitime. Donc, c'est une méthode d'action. Évidemment, ça va bloquer. Mais vous condamnez justement le fait qu'on bloque les raffineries, qu'on puisse pas faire le plein de sa voiture. Mais quand les salariés se mettent en grève, Mais il n'y a plus de là, travail, il n'y a plus je- d'économie. Je condamne parce que, évidemment, ça empêche une partie de nos concitoyens de vivre leur vie normalement. Maintenant, vous n'allez pas me faire dire que je suis contre la grève, c'est constitutionnel, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là, le droit de grève est constitutionnel. Il va Est-ce être que vous respecté. répondez aux gens qui... on a eu, bon, c'est pas un blocage massif, mais on a eu à peu près 20% des stations-service qui, Oui. en fin de semaine, n'avaient plus d'essence. Donc vous dites, moi je comprends le droit de grève. Ah, il y a- je
je ne vais pas m'opposer au droit de grève. Alors, comment ces actions, ces blocages, on va écouter justement les gens ce qu'ils en pensent sur le terrain, parce que eux, ils ont vécu ces blocages. Ils n'ont pas pu forcément faire le plein dans toutes les stations qu'ils souhaitaient. Même si 2 tiers des Français sont opposés à cette réforme, il n'empêche que ça crée des perturbations dans la vie quotidienne, des blocages. On est parfois empêché d'aller travailler ou de se rendre à un rendez-vous. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions d'automobilistes. C'était cette semaine dans les rues de Caen. C'est bien sans être bien parce que moi d'un côté je suis bloqué pour faire mon travail. J'ai fait toutes les manifestations à Caen avant, alors, quand j'étais actif, alors j'étais même en tête de file avec un tambour. Et là aujourd'hui Bah là je peux pas. Mais je suis tout à fait d'accord. Du moins, il n'y a pas trop de casse. Si c'est bon enfant, là, ça a l'air d'être gentil, là. Donc ça, tout va bien. Je les comprends, il y a pas de souci, je les comprends. Mais c'est vrai que pour ceux qui travaillent et qui peuvent pas, ils sont bloqués, quoi, au final. Ils prennent aussi en même temps. Est-ce que vous feriez grève si vous pouvez ou... Si j'étais payé, oui. Mais sinon, non. Normal. La vie est trop chère. Voilà, la vie est trop chère. Ça, c'est un autre problème. On va l'évoquer. Ces blocages, justement, ils doivent perdurer. À un moment, on entendait il faut bloquer le pays, il faut bloquer l'économie du pays. Lionel Rogeron, vous dites toujours la même chose. On a dit qu'il faut mettre la France à l'arrêt. Pour mettre la France à l'arrêt, non, c'est pas tout à fait pareil. Parce que pour mettre la France à l'arrêt, il faut que les salariés se mettent en grève. Et lorsque les salariés se mettent en grève, eh ben oui, il n'y a pas de production. Et qui va siffler la fin de la récréation? C'est pas les politiques. C'est le patronat, quand il va dire il y en a marre et qu'on perd trop d'argent, c'est lui qui va siffler la fin de la récréation. Donc c'est bien là-dessus qu'on va agir. Après, moi, je le répète, je veux bien entendre qu'on est favorable au droit de grève, etc. Dans ce cas-là, il faut le respecter. Donc, on ne réquisitionne pas des salariés grévistes et on n'envoie pas des intérimaires ramasser les poubelles. Ça, c'est interdit dans le code du travail. Donc, ça, c'est de la violence. Ça, c'est de la violence. On n'est pas à Paris, on n'a pas la grève des éboueurs, mais ça peut être très perturbant, effectivement, dans la vie quotidienne, d'avoir des sacs poubelles comme ça qui jonchent les rues. Que le président relève sa réforme et dès demain, les éboueurs iront ramasser toutes les poubelles qui traînent. C'est les mêmes qu'on a applaudis pendant le Covid, et qu'aujourd'hui, on envoie les CRS dessus. C'est les mêmes. Eux, ils n'ont le droit à aucune augmentation de salaire. Eux, ils n'ont eu le droit à aucune prise en compte de leur pénibilité du travail. Et elle est pénible. Et aujourd'hui, ceux qu'on a applaudis il y a 2 ans, aujourd'hui, on leur tape dessus. C'est ça qui est inadmissible. Est-ce qu'on peut revenir sur ce texte qui a été adopté par le biais du 49.3 et après une motion de censure rejetée à 9 voix près? La première ministre, Elisabeth Borne, a engagé la responsabilité de son gouvernement. On va revenir quand même sur l'ambiance à l'Assemblée nationale, vous y étiez tous les deux. Elle a engagé la responsabilité de son gouvernement sous les huées et les sifflets. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Voilà, ambiance bouillonnante, une assemblée indisciplinée, c'est un peu... C'est une ambiance intolérable. On donne une image, je trouve, à nos concitoyens, mais qui est lamentable. Comment est-ce que les députés peuvent se comporter de la sorte? Je veux dire, l'exemple qu'on donne à la jeunesse par rapport, je trouve, à une république qui est censée être apaisée, où on doit avoir un débat, je trouve ça intolérable. Et que ce soit à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, ils ont tous eu à peu près la même réaction. Donc moi, je condamne fermement, parce qu'une fois encore, ça ne crédibilise pas la politique telle que je l'entends, avec un débat sain comme on peut l'avoir normalement dans un hémicycle qui est apaisé. Arthur Delaporte, vous étiez dans l'hémicycle, justement. Vous jugez comment le comportement, notamment des députés de la France Insoumise Parce qu'il n'y a pas des ministres qui font des bras d'honneur. Enfin, je trouve pas ça terrible non plus. Arthur Delaporte. C'est tout aussi condamnable. Je vais vous dire, en fait, c'est pas une excuse. Ce que je condamne d'abord, on pourra revenir sur les débats, mais c'est la méthode qui a été employée par le gouvernement, parce que les débats, ils se passent pas toujours comme ça. Moi, je peux vous dire, la semaine prochaine, on va discuter une loi que je propose sur les influenceurs. Je suis sûr que ça va très bien se passer, qu'il y aura aucun problème, et on va obtenir une unanimité. Mais quand on laisse le Parlement faire son travail tranquillement, il n'y a pas de problème. Quand on le muselle, quand on le réprime, quand on passe son temps à mettre en place des procédures qui le cornaquent, qui font qu'on ne peut pas exercer notre pouvoir, quand on refuse tout ce qui vient de l'opposition parce que ça vient de l'opposition, moi, je trouve que ça ne fait qu'encourager la montée en tension. Je suis assez d'accord avec vous. Et il y a un autre effet. Je suis assez d'accord avec vous sur la méthode. C'est que mais est-ce que c'est une excuse pour avoir ce type de comportement? Moi, je crois pas. Plein.
Vous savez très bien que quand l'hémicycle est plein à craquer, il y a aussi une montée en tension. Et moi, je dis que les collègues, quand on se dit les choses, parfois avec véhémence, mais toujours sur le fond et de façon respectueuse, sans attaquer les personnes. Exactement. Il peut y avoir des débats qui sont vifs, mais toujours constructifs. Et ça, c'est ce que j'aime quand on est à l'Assemblée nationale. On peut s'opposer intellectuellement, on peut avoir des joutes, c'est pas le problème, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Floris Legrand, l'exemple qui a été donné par les parlementaires, justement, c'est pas celui qu'il faut retenir. Vous condamnez justement cette manière d'échanger. Alors, il n'y a pas eu de vote, hein, si ce n'est la motion de censure, mais bon, il n'y a pas eu de vote du texte. Vous le regrettez? Oui, mais sur le c'est bien de le regretter, mais, attendez, il faut faire aussi. On soit clair sur le non-vote de ce texte. Pour la première fois, je rappelle que les députés n'ont pas pu s'exprimer et voter sur le texte parce que la première fois. La France, déjà arrivé en première lecture. Je dis pas que c'est la première fois. Des retraites en 2019. Je dis pas, Monsieur Delaporte, je ne dis pas que c'est la première fois. Je dis pour la première lecture du texte, les députés, vous êtes deux ici, vous n'avez pas pu aller au bout du fait d'une obstruction massive issue de la France insoumise, avec la complicité de la NUPES, avec 20 000 amendements. Et là où c'est dommageable, et je rebondis sur ce qu'a dit mon voisin, c'est que ça donne une image triste, d'autant plus que cette obstruction avec 20 000 amendements a été annoncée par Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, la NUPES, comme étant une victoire politique. Quand même. Une victoire politique. Monsieur Legrand. C'est une victoire politique. Laissez-le parler, en fait. C'est une victoire. Selon vous, c'est une victoire politique en ce sens où vous avez empêché les parlementaires d'exercer leur responsabilité, de pouvoir débattre, de pouvoir voter. Convenez quand même que le véhicule législatif qui a été choisi par le gouvernement est un vrai sujet. Et M. Delaporte a raison. Oui. En fait, on aurait dû prendre le temps qu'il faut d'examiner même les 20 000, heures de débat les 20 000 amendements. C'est moitié de moins qu'un sujet qui concerne le quotidien des Français. Ça concerne et le gouvernement a cherché à finalement aller beaucoup trop vite par ce biais législatif du 47.1. C'est la première des erreurs que le gouvernement a commises. Je suis désolé. C'est plus que... pour les salariés, c'est 2 ans. C'est la première fois que chacun son tour, parce qu'on ne va plus rien comprendre. C'est les deux dernières réformes de M. Woerth et de Mme Touraine. Donc, il y avait largement le temps de faire... Monsieur Legrand, les réformes Touraine, comme les réformes Woerth, elles ne sont pas passées sur un 47.1. Elles sont passées sur un texte qui était un texte sur les retraites. C'est ce qui aurait dû être fait, comme dit M. Delaporte, pour pas qu'on passe par-dessus le Parlement. Objectivement. Mais quelque part... je suis d'accord pour la réforme de retraite. On est d'accord. Non, mais je ne dis pas le contraire. Quand on entend qu'il y a de la... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'on entend qu'il y a de la violence dans cette assemblée et que ça peut se traduire dans la rue. Quand un ministre est traité d'assassin, c'est de la violence. Si je peux me permettre. Quand on condamne les gens à 2 ans de travail de plus, c'est de la violence. Il faut qu'on rétablisse les choses. Moi, je ne suis pas... J'ai disputé mes collègues quand ils ont fait c'est beau, assassin, etc. Mais c'est pas le sujet. Enfin, franchement, c'est pas le sujet. Ça, c'est des prétextes pour essayer, de la part de la majorité, de remettre sur l'opposition la responsabilité de l'échec de la réforme. Les Français, ils n'ont pas attendu les débats à l'Assemblée nationale pour être contre la réforme, majoritairement. Ils n'ont pas attendu le 49.3 pour être contre la réforme. Mais par contre, ce qu'a fait votre majorité, c'est inacceptable dans une démocratie moderne. Vous avez écrasé le Parlement. Moi, j'étais dans la commission mixte paritaire. Vous savez, celle qui a réécrit le texte. Ben, je peux vous dire que j'étais pas fier de notre démocratie. Parce que c'était des espèces de deals d'arrière-couloir, en train de se dire, tiens, moi je te passe le sel, tu me passes le poivre. On mettait au vote des trucs, on comprenait même pas. Là où il a raison, c'est que vous imaginez, c'est pas possible. Nous, représentants du peuple, nous avons examiné 2 articles sur 20. 2 articles sur 20. Et vous comprenez qu'on puisse être frustré. In fine, la loi n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Jamais. Alors, on va essayer d'avancer et de comprendre un peu pourquoi il y a une telle ébullition dans le pays. Est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres origines, d'autres racines, d'autres mécontentements? Quand on entend dire, c'est une question dans les manifestations, c'est une question de salaire, de pouvoir d'achat, d'inflation, du coût de l'énergie qui est trop élevé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Floris Legrand, justement, sur cette question-là? C'est ce que vous entendez près des administrés, des habitants, là? C'est ce qu'ils vous rapportent? C'est pas qu'une question de retraite? Non, j'étais encore sur le marché de l'Ouest-Rhum ce matin, et puis j'ai pu échanger avec pas mal de monde. Et l'idée, c'est ce qu'on entend
c'est que la colère n'est pas que sur la retraite, mais il y a un point commun. La question centrale, c'est le travail. La question, c'est le travail. En fait, cette réforme des retraites a libéré la parole. On le sentait déjà arriver depuis le Covid et depuis le moment des élections législatives, notamment avec Elisabeth Borne. La question avait été largement soulevée. La question du travail avec la revalorisation du travail, le partage de la valeur, la pénibilité. Toutes ces questions-là, ont été remises sur le tapis lors de ce mouvement social. Je peux vous dire que pour vivre un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous avez commencé par la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez puni ceux qui sont privés d'emploi parce que vous les avez précarisés encore plus. Là, vous allez forcer des gens à travailler plus longtemps pour avoir la même retraite et même un peu moins pour beaucoup. Et ça, c'est ce que vous allez faire. Vous allez dire que vous rémunérez le travail comme ça. Vous avez refusé d'augmenter les salaires comme on vous l'avait demandé. Vous avez refusé la hausse du SMIC. Et donc, après, vous dites, la question, c'est... Emmanuel Macron les gens, ils nous parlent pas, a promis dans son intervention, justement, cette semaine, qu'il allait s'attaquer à d'autres chantiers. À savoir le jour plus tard, ce qui est urgent. Le premier gros dossier qui va arriver devant l'Assemblée nationale, c'est une discussion sur le travail, sur une fusion, c'est la conditionnalisation du RSA, ce qui n'est pas exactement pareil. On appelle ça une discussion sur le travail, mais derrière, on va dire aux gens, en fait, si vous touchez le RSA, mais que vous ne rentrez pas dans les critères, vous ne le toucherez plus. Donc on va paupériser les gens. Et je tiens à dire une chose, le RSA, aujourd'hui, en avril, au 1er avril, il va être remonté de 1,6%. Avec une inflation à 15% sur l'année sur les produits alimentaires. Mais est-ce que la colère, encore une fois, je repose la question, est-ce que la colère qui se traduit aujourd'hui dans la rue, elle n'a pas d'autres origines, d'autres racines, et qu'elle n'est pas plus profonde que simplement cet âge de départ à la retraite qui passe de 62 à 64 ans. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Il y a la retraite, mais c'est un ras-le-bol général. Et moi, c'est pour ça que dès le départ, j'avais dit le tempo n'est pas le bon. Quelle idée de venir nous mettre une réforme des retraites en ce mois de janvier, où on sort à peine du Covid, où on a une inflation qui est quand même terrible pour chacune et chacun, pour les Français, pour leur pouvoir d'achat. On est en train de venir fracturer un peu plus un pays qui avait besoin au contraire de se rassembler. C'était la très très mauvaise idée. Et puis après, en termes de pédagogie, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus mal. Et puis cette réforme, elle est tout à fait imparfaite. Donc quand on regarde un peu tout ça, plus la méthode qui n'allait pas, bien voilà où on a abouti aujourd'hui. Mais vous n'avez pas voté effectivement, disait, la motion de censure contre le gouvernement. Mais parce que la motion de censure, ça va pas, c'est pas le bon tempo. La motion de censure n'a rien à voir. La motion de censure, la motion de censure n'a rien à voir avec le texte. La motion de censure, c'est de dire à un moment donné, ceux qui la présentent sont capables de proposer une alternative. Or, moi je ne crois pas qu'on puisse avoir un gouvernement fait de LFI, fait de Madame Le Pen et fait de quelques centristes. Je pense qu'à un moment donné, les Français ont voulu une Assemblée nationale qui soit diverse en juin dernier et qui puisse ensemble, et sans avoir une majorité absolue, faire avancer le pays. Et donc c'était il y a seulement 9 mois. Donc je pense qu'il faut continuer là-dessus. Par contre, il faut que le président entende et que le gouvernement entende et fasse de la concertation avec... Alors la question c'est comment on sort. Je vais donner un exemple quand même, parce que vous nous expliquez, il va falloir travailler depuis longtemps. Il y a une mesure qui vient d'être prise par une entreprise qui s'appelle Orange et qui vient de licencier 700 salariés qui ont plus de 50 ans. Et un des actionnaires principaux de Orange, c'est l'État. Comment voulez-vous qu'on croie un président qui nous explique qu'il faut travailler plus longtemps pas moi, et qui continue, oui, mais il ne me regarde pas, c'est pour ça, mais qui continue à licencier les gens dès qu'ils ont plus de 50 ans. On ne peut pas croire à ces promesses-là. Et on renvoie à plus tard le fait qu'on discute sur les autres points. Mais c'est pas possible. Alors la question maintenant qui se pose, c'est comment on sort de cet épisode. C'est qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'est-ce qui se passe dans 10 jours ? Qu'est-ce qui se passe dans un mois ? Je pense qu'on peut convenir. Chacun son tour. La première chose qu'on peut convenir, c'est qu'il faut attendre déjà l'avis du Conseil constitutionnel. Parce que mine de rien, c'est pas un détail. Le Conseil constitutionnel peut très bien finalement censurer énormément d'articles, notamment des articles très importants comme l'article 7. Et il peut effectivement censurer le véhicule législatif lui-même. Donc tant qu'on n'a pas l'avis du Conseil constitutionnel, j'ai envie de vous dire, toutes les portes sont un peu ouvertes. Oui, c'est ce qu'on entendait de la part de Fabien Roussel, il faut mettre le dossier en pause. Floris Legrand, qu'est-ce que vous dites là aux gens qui nous écoutent? On a compris, on va attendre la décision du Conseil constitutionnel et puis après on mettra peut-être de côté cette réforme des retraites. La loi suit son cours, le gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel, il y a un référendum, enfin une initiative pour un référendum d'initiative partagée
qui est en cours. On verra où ça avancera. N'hésitez pas à le soutenir. Et derrière, évidemment, il y a énormément de questions sur le travail, sur le pouvoir d'achat, sur l'école qui doivent être ouverts. Et j'espère qu'il y aura des compromis et de la co-construction. Arthur Delaporte. Mais on a parlé de deux des options, c'est-à-dire que oui, le recours au Conseil constitutionnel, j'y crois beaucoup. Le RIP, ça sera un moyen de demander aux Français leur avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme? On a demandé un référendum, il a été refusé. Puis la meilleure manière d'apaiser le pays, c'est simplement de la retirer. Pas forcément de dire on abandonne totalement toute idée de réforme, mais de dire on va faire une réforme apaisée. Il y a besoin d'une réforme des retraites plus juste. Il faut prendre en compte la pénibilité. Il faut faire des choses. On peut avoir un déficit ponctuel, mais on a des solutions alternatives de financement. Nous, on est prêt à tout mettre sur la table. Mais pour cela, il faudrait que le président de la République accepte réellement le débat plutôt qu'imposer sa volonté aux Françaises et aux Français qui sont contre sa réforme et aux parlementaires en écrasant l'Assemblée nationale. Lionel Le Rocheron, on a eu une 9e, bientôt une 10e journée de mobilisation. Ça va durer combien de temps en fait? Jusqu'au retrait de la loi, tout simplement. Parce que là, il y a une telle colère, il y a une telle détermination des salariés à refuser cette loi que ça va durer jusqu'au retrait de la loi. Il ne faut pas compter sur nous pour baisser la garde. La chose que je voulais rajouter, moi je veux bien qu'on fasse des promesses sur l'école, sur la santé, mais qui peut croire sérieusement qu'à la rentrée prochaine, tout le monde aura un médecin? Il faut 10 ans pour former les médecins. On n'a toujours pas mis des gens en formation. Qui peut croire sérieusement qu'à la rentrée, il y aura un prof devant chaque élève? Il n'y a plus personne qui veut passer le concours de prof parce que ça ne paye plus, parce qu'on ne paye plus, parce que les conditions de travail sont trop dures. Qui peut croire ça sérieusement? Ce ne sont que des promesses et malheureusement, ou heureusement, il n'y a plus personne qui croit à ce président-là. Il fait de la vieille politique qui est juste au service des patrons et du capital. Est-ce qu'on tourne la page rapidement? Il faut tourner la page maintenant. On attend la décision du Conseil constitutionnel. Changement de gouvernement, dissolution, c'est aussi des options qui sont sur la table. Moi, je suis prêt à repartir devant les électeurs. Ça n'a pas l'air d'être les options qui sont surtout prises pour le moment. Oui, mais une majorité alternative, c'est une On suivra ce qui se passe dans les jours et les semaines qui viennent. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission dimanche en politique. Merci. Dans un instant, on suivra l'évolution effectivement de ce parcours législatif de ce texte sur la réforme des retraites. Dans un instant, votre journal régional. Bon week-end sur A3 et à très vite.